Le premier point que je voulais vous dire était que j'ai modifié le titre. Le premier titre déjà était sans doute inexact, orienté dans une direction qui n'était pas la bonne, pouvant nous laisser croire que Hobbes aurait eu une théorie de la désobéissance civile, ce qui effectivement, toute personne ayant ouvert le Léviathan ou le Dickie pouvait avoir des doutes sur ce point. Donc là, je proposerai plutôt Hobbes, la critique de la désobéissance civile et la liberté d'opinion. Mais je ne suis pas entièrement satisfait de ce titre, notamment l'expression liberté d'opinion me semble, disons, fragile dans la perspective effectivement qui est celle de Hobbes, dont le propos essentiellement en matière, disons, de liberté d'expression et de ménager, de garantir et d'assurer au droit de la souveraineté, disons, une puissance maximum. Donc, l'entrée d'emblée dans la question et dans le dossier de la liberté d'expression à partir de Hobbes nous met dans une situation, disons, délicate, puisque ce qui lui importe, ce n'est pas la liberté des individus ou de la liberté de groupes éventuellement minoritaires à l'intérieur d'un État, mais c'est le droit et la liberté de l'État. Donc cette perspective, et je pense qu'il faut rappeler cette chose importante parce qu'elle nous permet de comprendre effectivement que lorsque l'on aborde cette question de la liberté d'expression ou de la liberté d'opinion à partir de Hobbes, on le fait, j'allais dire, à front renversé par rapport aux attentes, disons, d'un lecteur, d'un citoyen, d'une citoyenne libérale de nos démocraties contemporaines. Et ce point est véritablement, à mon sens, essentiel, sans quoi on s'engage ou on répond d'emblée à la question sur laquelle Thierry travaille actuellement, la question effectivement des origines intellectuelles du libéralisme. Et j'ai voulu éviter de situer d'emblée Hobbes dans une perspective que je pourrais dire trop libérale. Donc ça, c'est la deuxième remarque. Alors, en ce qui concerne la manière dont j'ai procédé dans l'exemplier que vous avez, j'espère, sous les yeux, vous allez avoir quatre textes en fait. Il y a quatre textes qui conduiront à un ensemble de quatre séries de remarques successives. Donc un premier texte que j'ai découpé lui-même en 5 extraits, mais c'est le même texte que vous allez reconnaître facilement. C'est un extrait du Léviathan, chapitre 7. Mais je le dis d'emblée, j'aurais pu tout aussi bien choisir de partir pour cette première série de considérations des Elements of Law, de la première partie des Elements of Law du chapitre 6 de l'article 6. Il dit presque la même chose, donc je l'indique d'emblée parce que j'ai pris un texte qui est postérieur à celui du DQA, qui est au cœur même, disons, de mon interrogation et des remarques que je vais vous proposer. Deuxième texte, c'est un texte, celui que je vous avais envoyé, donc du citoyen 6.11, dans lequel effectivement Hobbes va nous proposer sa thèse effectivement sur la question de la liberté d'opinion dans la perspective de l'État. Il y a un troisième texte qui est en fait associé à celui que je viens d'évoquer, qui est le texte de la remarque. Et je considère ce texte de la remarque, disons, de 6.11, du Dekiwe 6.11, comme un texte séparé. Je serais peut-être amené à expliquer pourquoi. C'est un texte, le premier est de 1642, le second est de 1647, et c'est un texte d'explication. J'aime bien, en fait, écouter Hobbes ou lire Hobbes lorsqu'il s'explique sur ce qu'il a dit une première fois, et j'aime beaucoup lorsque Hobbes se rend compte qu'on ne l'a pas compris. Donc à partir, si vous voulez, de ce texte de remarque, d'explication, qui est une forme classique en philosophie et pas seulement chez Hobbes, bien évidemment, je voudrais à partir de là réfléchir effectivement, essayer de comprendre en quel sens il cherche lui-même à expliquer sa position. Et puis dernier texte. Le dernier texte, c'est un texte extrait également du Dekiwe, dans lequel Hobbes essaie de nous faire comprendre de quel côté se situent les opinions, et il va utiliser cette distinction majeure entre la multitude et l'État. Je voudrais essayer d'utiliser cette distinction entre multitude et l'État pour avancer, nous permettre d'avancer dans la compréhension finalement du statut
de l'opinion et du contrôle des opinions, puisque c'est ce dont il s'agit dans la perspective hobbesienne. Donc, à partir de ces 4 textes, 4 séries de remarques, et bien évidemment, lorsque j'aurai terminé ces remarques, vous n'aurez pas effectivement une vue d'ensemble, une vue globale de tout ce que Hobbes pourrait dire. C'est un fil que j'essaie de tirer qui va, disons, de ce que j'appellerais la théorie hobbesienne du discours jusqu'à, disons, une tentative par Hobbes de situer la pluralité des opinions à l'intérieur d'une pensée du politique qui oppose l'État à la multitude. Donc, premier point, première série de considérations sur la théorie finalement, pourquoi partir, comme je le fais ici, soit du texte des Elements of Law, en l'occurrence de celui du Léviathan, d'une théorie du discours. En quoi une théorie du discours est-elle ou non susceptible de nous permettre de comprendre la position politique de Hobbes à l'égard de la pluralité des opinions et la thèse qui est la sienne, selon laquelle il est nécessaire, si l'on veut que l'État se maintienne, que l'État se donne le droit et ensuite les éléments de la mise en œuvre de ce droit de contrôler les opinions dans leur multitude. Alors, pourquoi ce point de départ dans une théorie du discours? Alors, vous voyez ici les éléments. Ce point de départ, c'est simplement parce que la définition qu'il nous donne de l'opinion se trouve dans cette théorie du discours. Et ce que je voudrais faire ici, très simplement, on n'a pas le temps d'entrer dans le détail de ce texte qui est assez complexe, c'est d'essayer de montrer comment opinion et différents niveaux de compréhension de ce qu'est l'opinion, mais aussi conscience et différentes manières de comprendre ce qu'est la conscience relèvent d'une théorie du discours. Bon, bien sûr, une opinion, c'est quelque chose que l'on formule, qui s'exprime dans le langage. Bon, on peut comprendre effectivement que Hobbes aborde la question de l'opinion de ce point de vue-là, mais il le fait de manière beaucoup plus systématique. Alors, systématique, pourquoi? Parce que la première définition, le premier niveau de compréhension de l'opinion qu'il nous propose, renvoie non pas au discours verbal, qu'on associe habituellement effectivement à la compréhension de l'opinion. Une opinion est effectivement une position que l'on formule à l'aide de mots et que l'on formule pour autrui. Or, le premier niveau de détermination de l'opinion que Hobbes nous propose se situe non pas au niveau du discours verbal, mais au niveau du discours mental. Autrement dit, Hobbes nous dit, et il utilise ici, je pense, le terme de manière philosophique, c'est lui-même qui nous amène à penser ça, c'est pas ce qu'on pense nécessairement. Il nous dit que si le discours est purement mental, il consiste à penser alternativement que la chose sera ou qu'elle ne sera pas, qu'elle a été ou qu'elle n'a pas été. Et il ajoute, une opinion, c'est quoi? C'est le moment où ce discours qui alterne une position ou une autre concernant le passé ou le futur s'interrompt. C'est une définition très minimaliste, en fait, de l'opinion. Avoir une opinion, en fait, c'est même pas avoir une opinion, c'est être dans un état d'opiner d'un côté ou de l'autre concernant le passé ou le futur. Et donc, c'est minimaliste, mais c'est très intéressant comme définition de l'opinion, parce que l'opinion, c'est un arrêt. On s'arrête quelque part dans cette alternance. Bon, ce premier niveau, effectivement, je n'y insiste pas, mais je le mentionne parce que c'est en quelque sorte le substrat mental, dans sa théorie du discours mental, la première détermination de l'opinion. La deuxième détermination de l'opinion se situe au niveau du discours verbal, et il établit ici une distinction, c'est la deuxième phrase dans l'exemplier, un parallèle que je trouve très intéressant et qui va nous éclairer par la suite dans ma deuxième séquence de remarques, entre la volonté et le jugement. Et il y a une sorte ici d'aplatissement en fait de ces différentes notions, c'est-à-dire que finalement des termes qui ont un relief dans la tradition métaphysique, ceux de jugement ou de volonté, se trouvent interprétés et en quelque sorte déconstruits dans la mesure où ils sont rapportés par Hobbes à la notion d'opinion dont on a vu
que c'était l'arrêt d'un discours, que ce soit l'arrêt du discours mental ou l'expression en quelque sorte de ce discours mental arrêté de manière verbale. Donc, ce point ici, c'est que dans il y a une sorte de parallèle entre les deux. Donc, il nous dit, de même que le dernier appétit dans la délibération s'appelle volonté, il y a quand même définition, j'insiste, très minimaliste de la volonté. C'est quand on arrête d'hésiter avant de décider, on décide quand on s'est arrêté, et la décision, c'est ce qui résulte de cet arrêt. Donc qu'une décision, et je parle ici en voyant Philippe Urfanino dans une petite vignette, qui vient de publier un ouvrage passionnant sur la question, donner comme définition effectivement de la décision cet arrêt en quelque sorte dans une délibération pensée comme alternance, c'est une définition très minimaliste. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que le jugement n'est pas mieux traité que la volonté, puisque le jugement n'est rien d'autre qu'une opinion, lorsque effectivement nous cessons effectivement d'alterner ces opinions. Alors ici, concernant ce premier niveau, donc on a plusieurs niveaux d'opinion, et puis il y a un troisième niveau de l'opinion, et c'est celui-ci qui nous importe politiquement, mais il faut se souvenir des deux autres qui font partie de la théorie discursive de Hobbes. Ce troisième niveau, c'est celui de l'opinion-conscience. Ici également, on peut dire que Hobbes déconstruit un terme chargé religieusement, moralement et politiquement, en nous disant que la conscience, finalement, à laquelle les libéraux voudront accorder une valeur, un poids extrême ou extrêmement important, que la conscience n'est pas ce que l'on voudrait qu'elle soit, que la conscience, du point de vue de la théorie du discours, n'est rien d'autre que, alors, il va y avoir une évolution dans la théorie de la conscience, mais j'essaie de retenir le cœur en quelque sorte de son idée sur la conscience. La conscience est simplement une opinion à laquelle on tient particulièrement. Donc, c'est une opinion dont on est conscient. Je suis conscient que j'ai cette opinion, quel qu'en soit le domaine, et ici, il n'y a pas de privilège, disons, de la position religieuse. Cette opinion dont je suis conscient, je lui accorde un statut particulier puisque, je veux dire, je la considère comme étant la mienne, je me l'approprie. Et donc, il y a tout un rapport passionnel qui s'établit ici entre moi et mon opinion et qui fait que cette opinion, j'y tiens. Et donc, ça, c'est de l'ordre de la passion, c'est-à-dire qu'il y a un niveau de passion le premier niveau de la théorie du discours, ça alterne et puis ça s'arrête. Et puis, c'est de l'opinion. Puis on peut appeler ça du jugement si ça nous fait plaisir, ou on peut appeler... Mais au fond, si vous voulez, cette dimension qui va être très présente dans la théorie libérale, lorsqu'on va parler de droit à la conscience, elle n'est pas du tout présente. Elle apparaît au troisième niveau, au niveau de l'opinion-conscience, et cette opinion-conscience, finalement, Hobbes nous la présente de la manière la plus faible possible. Voilà, c'est une opinion à laquelle je tiens, et ce thème de l'opiniâtreté également, dans les opinions qui sont les nôtres, dans les convictions qui sont les nôtres. On pourrait appliquer le même raisonnement également pour les croyances qui sont les nôtres, puisqu'une croyance est simplement une opinion à laquelle je tiens parce que je crois dans la personne qui l'énonce. Bon, simplement, le registre, disons ici, discursif, le contenu est le même. Simplement, la manière de manifester mon attachement à cette opinion passe par une relation avec autrui. Donc, l'opinion conscience, en général, c'est une opinion à laquelle je tiens. Si cette opinion est une croyance, eh bien, c'est que je crois et je défends cette opinion parce que je crois dans la personne. Donc, il y a une sorte de rapport de confiance avec cette autre personne. Alors, ici, si vous voulez, cet élément de théorie du discours, moi, m'intéressait, mais elle constitue également, disons, un problème. Elle constitue pour moi un problème que je n'ai pas entièrement réglé, puisque, je veux dire, je formule ici un certain nombre d'hypothèses. La question que je me pose et que je vais continuer à me poser dans les séries de remarques suivantes est de savoir finalement quel est le statut de cette théorie de l'opinion et de la conscience qui s'inscrit à l'intérieur d'une théorie du discours. Pourquoi est-ce qu'il en a besoin? Qu'est-ce que ça apporte ensuite à l'argument, disons, politique qu'il va développer dans le texte
que je vous avais proposé, donc le texte de 6.11 du Dekiwe 6.11. Qu'est-ce que cette théorie du discours apporte? Le fait que, alors je l'interprète comme une sorte de tentative de déconstruction de concepts et de notions qui jouent un rôle très lourd dans la théorie politique de l'époque. Hein, donc il essaie de, philosophiquement, à travers sa théorie du discours, de déconstruire un concept comme celui de conscience. Mais bon, c'est encore une hypothèse, disons un peu fragile, un peu, disons faible, et bon, sur laquelle j'aimerais bien avoir vos commentaires, vos retours pour m'aider, disons, à avancer dans ma réflexion. Alors, deuxième série de remarques. La deuxième série de remarques concerne le texte que je vous avais envoyé. Texte donc du Dekiwe, un texte écrit en 1642, et un texte dans lequel Hobbes va essayer de nous faire comprendre pourquoi il est important que l'État dispose d'un droit sur nos opinions et du droit de contrôler nos opinions, hein, puisque c'est ça qui lui importe. Mais ça n'est pas évident, parce que pour quelle raison l'État doit-il disposer de ce droit? Pourquoi est-il aussi indispensable que ça, que l'État contrôle ce droit? Alors, j'ai pas le temps ici d'entrer dans l'analyse du contexte, mais vous connaissez suffisamment Hobbes pour voir quel est l'horizon de sa préoccupation, la guerre civile anglaise, et qu'il aimerait bien que l'État lui-même puisse résister à la multiplicité des opinions, notamment religieuses, qui se manifestent dans ce contexte, et puis aux effets de deux opinions antagonistes qui créent deux partis antagonistes et qui signifient la fin de l'État anglais. Donc ce contexte, je n'y insiste pas trop, et surtout en présence de Christopher. Simplement, je le mentionne, je le rappelle, parce qu'il joue un rôle important. Et ce que je voudrais essayer de comprendre avec vous, c'est comment se noue le lien entre la théorie discursive de l'opinion et la manière dont Hobbes va traiter politiquement de la multiplicité des opinions. Et l'hypothèse ici que je voudrais formuler, bon, qui s'avérera peut-être, disons, fragile, c'est que le lien entre la théorie discursive de l'opinion-conscience et la question politique, la théorie politique que l'on connaît, qu'on rapporte à Hobbes, et un certain nombre de thèses qu'il énonce concernant le nécessaire contrôle de certaines opinions, j'insiste, de certaines opinions par l'État, passe par une théorie de l'action. Donc ici, les remarques qui vont venir concernent cette articulation entre théorie discursive et théorie de l'action. Et ce qu'il nous dit dans la citation numéro 6 que vous trouverez sur votre exemplier, je voudrais la citer, la lire, parce que à mon sens tout s'y joue, c'est que d'un certain point de vue, on ne peut pas, agir, c'est agir sur la base des opinions qui sont les nôtres. Alors je cite celle-ci, je ne lirai pas les autres, j'ai pas le temps. Donc, que nous dit-il? Il nous dit: il est manifeste que toutes les actions volontaires ont leur commencement dans la volonté et en dépendent nécessairement, mais aussi, et c'est ce mais aussi qui est essentiel, que la volonté de faire ou de ne pas faire dépend de l'opinion que chacun se forme du bien et du mal, comme de la récompense ou de la punition qui suivrait un acte ou son omission. Alors, en sorte que les actions de chacun sont toutes gouvernées par ses opinions. Ça, c'est magnifique. C'est très bon. Mais je laisse de côté cette dernière phrase, que les actions de chacun sont toutes gouvernées par nos opinions. Je laisse ça de côté, et je voudrais simplement faire une remarque sur l'articulation entre la théorie discursive et la théorie de l'action. Ça va pas de soi, quoi. Je veux dire, c'est il y a là vraiment un axe, disons, la clé même du ressort de l'argumentation politique de Hobbes. Si les deux choses sont liées, c'est que on ne saurait agir, donc notre volonté, elle procède d'une délibération en un sens ou en un autre, puis à un certain moment, ça s'arrête et on appelle ça la volonté. Or, ce qu'il nous dit, c'est que cette volonté qui conduit à l'action, puisque quand on veut, enfin j'allais dire pas quand on veut on peut, mais quand on veut on agit chez Hobbes, c'est-à-dire que la volonté c'est le dernier désir ou aversion
dans, disons, la logique de la délibération. Donc, quand la volonté est là, l'action est là. Bon, l'action, elle se fait. Mais ce qu'il précise, c'est que pour agir, on agit nécessairement en fonction du bien et du mal, bon, mais ce bien et ce mal est déterminé par lui par rapport à notre capacité d'opiner. Donc, c'est une opinion particulière qui nous conduit à agir en permanence. C'est l'opinion de quoi? Et ça, c'est très intéressant, c'est l'opinion du bien ou du mal. Bien ou du mal compris d'une manière extrêmement particulière. On voit bien ici qu'il y a une sorte de conséquentialisme, disons, hobbesien. Ce conséquentialisme, c'est quoi? C'est que j'appelle bien ce dont je pense que la conséquence ou l'action, j'appelle bonne l'action dont je pense que la conséquence sera une récompense, j'appelle mauvaise une action dont je pense que la conséquence sera une sorte de punition. Enfin, il faut penser cette punition comme une sorte de punition immanente. Donc, en fait, quand j'agis toujours selon une opinion qu'on pourrait appeler morale, mais ça n'aide pas beaucoup, une opinion du bien et du mal. Pas un savoir du bien et du mal, j'agis toujours en fonction d'une opinion du bien et du mal. Et ce lien, cette liaison, elle est très intéressante par rapport à la théorie hobbesienne parce qu'elle montre bien comment cette théorie de l'action, elle peut ensuite, la dimension de philosophie morale de cette théorie de l'action, elle est immédiate. Hein, parce qu'agir, c'est agir en fonction d'une opinion que j'ai du bien et du mal, et cette opinion, c'est une opinion des conséquences que l'action que je projette va faire. Alors, pourquoi est-ce que ce lien sur lequel on reviendra peut-être est intéressant? Eh bien, ce lien est intéressant dans la mesure où il conduit à la phrase que j'ai écartée tout à l'heure, hein, qui vient tout après, et qui nous dit en sorte que les actions de chacun sont toutes gouvernées par ses opinions. Cet usage du terme ici de gouvernement est très intéressant. Avant d'être gouverné par quiconque, avant d'être gouverné par le souverain, nous sommes gouvernés par nos opinions. Nous sommes gouvernés par nos opinions en un sens très simple. Les opinions que nous avons du bien et du mal, en ce sens restreint que j'ai dit, orientent notre action. Donc, il y a là, on comprend comment une telle théorie de l'action peut conduire à une sorte de conflit, j'allais dire, non pas de légitimité, mais conflit entre deux sources d'obligation d'obéir. Ah oui, il y a une source une source première qui est dans ma capacité d'agir et dans le fait que j'agis toujours selon mes opinions. Donc ça c'est très beau et c'est peut-être, alors j'utilise pas de grandes catégories, mais on pourrait dire c'est la racine libérale de Hobbes. Ben oui, je peux pas agir autrement, c'est pas possible. Je voudrais agir comme une abeille, une guêpe, etc., ou une fourmi, je ne pourrais pas, parce que j'agis toujours en fonction de cette capacité à orienter mon action en fonction de l'opinion que j'ai du bien et du mal. Hein, donc là, il y a une racine, et cette racine qui est inéliminable, hein, sauf à transformer la nature humaine ou transformer en robot, etc., cette racine qui est inéliminable, Hobbes la présente en utilisant le terme de gouvernement. Bon, or le problème de Hobbes, c'est de faire en sorte que nous puissions être gouvernés par une source qui n'est pas notre opinion sur le bien et le mal, mais par l'opinion que le souverain a de ce qui est bon ou mauvais pour le maintien de la paix à l'intérieur de l'État. Et donc on voit bien ici qu'il y a une tension. Alors, je ne sais pas très bien comment je vais disons utiliser cette tension-là, mais il me semble que je trouve pas le terme, mais c'est pas un conflit de légitimité. C'est un conflit d'obéissance. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est une sorte de conflit d'obéissance natif. Hein. Il y a quelque chose qui part de nous, de ce que nous sommes en tant qu'être agents capables d'action. Et puis, il y a une source qui vient de cette instance, disons, artificielle, créée par nous, etc., quelle que soit la manière dont on la présente, qui est l'État. Donc le conflit ici, il est inhérent. J'allais dire, la tentation de la désobéissance, elle n'est pas seconde, elle n'est pas dérivée,
elle est première. Ce que nous sommes en tant qu'êtres agissants fait de nous des hommes et des femmes capables de désobéir et de ne pas aller dans le sens du règlement politique que Hobbes veut nous proposer. Bon, je m'arrête ici sur ce point parce que je vois, je sais pas, il me reste combien de temps, 5 minutes ou moins? Enfin bon, c'est juste pour ne pas. J'ai déjà dépassé le temps, c'est ça. Je vois les 5 minutes. limites. Il me reste 5 minutes, merci. Bon, voilà. Donc ici, ce point ici est véritablement ce sur quoi il va me falloir travailler. Et dans la citation 7, on voit bien effectivement d'où la difficulté viendra. Et dans la citation 8, qui est une citation très très connue, nul ne peut en effet servir de maître. Eh bien, ce que je voudrais dire ici, c'est que pour interpréter cette phrase, souvent on l'interprète, bon après, c'est un boulevard, si vous voulez, interprétatif, un boulevard herméneutique. Si vous me passez l'expression, effectivement, de maître, voilà, le pape, les évêques quand il n'y a plus de pape, et puis le mauvais peuple, ceux d'ailleurs, c'est très beau cette phrase, lorsque la manière dont il décrit ces gens désobéissants du peuple anglais pendant la Révolution anglaise, qui ont toutes sortes d'idées plus ou moins loufoques, enfin, sur ce qu'est Dieu, le bon comportement, etc. Il utilise le terme en latin infime. Et je l'ai trouvé très beau. C'est des êtres infimes. Ces êtres infimes, en fait, on pourrait presque penser à Pierre Michon, les vies minuscules, quoi. C'est des sortes d'êtres infimes qui se permettent d'avoir des opinions, etc., sur le religieux, etc. Alors que ça soit les évêques. Bon, passe encore, on comprend, les évêques, bon, des gens importants, que ce soit le pape. Évidemment, c'est l'ennemi numéro un de la Grande-Bretagne, mais ces êtres infimes, c'est ces êtres-là qui posent aussi problème à Hobbes. Mais ce que je voulais dire ici, je n'ai pas le temps d'aller plus loin dans cette direction contextuelle, c'est que ces trois ennemis, le pape, les évêques et les êtres infimes, ou les vies obscures anglaises, l'insurrection des vies obscures pendant la Révolution anglaise, la source du problème est la même. La source du problème est celle que nous venons de voir. Elle est liée à ce que nous sommes en tant qu'êtres agissants et au fait que, malheureusement ou heureusement, lorsque nous agissons toujours en fonction des opinions que nous avons du bien et du mal. Alors, ce que je veux dire ici aussi, je veux utiliser la théorie du discours pour déconstruire une lecture de Hobbes qui finalement ne voit pas, enfin une lecture de Hobbes qui trop rapidement va au pape, va aux évêques, va aux ennemis politiques, etc. Mais avant ce niveau-là, il y a cette idée selon laquelle on ne peut pas ne pas opiner. Donc la multiplicité des opinions, elle est en quelque sorte de fait. Et le problème, elle est de fait. Et le problème politique, c'est à partir du moment où, sauf à nous changer, à changer profondément la nature humaine, à partir du moment où nous ne pouvons pas ne pas agir en fonction d'opinion, la question politique se pose différemment. Et c'est ce point, il n'y aura pas 4 séries de remarques, il y en aura 3. Et cette troisième série de remarques va concerner la manière dont philosophiquement et politiquement, les deux choses sont indissociables, Hobbes va traiter cette question de la multitude des opinions. Il y a de la multiplicité des opinions, il faut qu'il y ait de l'État, c'est une position normative, la position de la souveraineté est une position normative, la multiplicité des opinions est une description de fait. À partir du moment où le fait est celui de la multiplicité des opinions, comment sera-t-il possible de traiter cette multiplicité des opinions? Il est, première position qu'il faut tout de suite écarter, il est hors de question de prétendre qu'il sera possible de faire disparaître du peuple, de l'ensemble des citoyens, des opinions. Enfin, cette idée, Hobbes l'écarte d'emblée, puisque par principe, nous sommes des êtres d'opinion, et qu'on ne pourra pas, si on nous privait de cette capacité d'avoir des opinions, on transformerait la nature qui est la nôtre, et ça ne fait pas partie de l'agenda de Hobbes. Donc on écarte d'emblée cette chose-là. Bon. Alors, maintenant, une fois qu'on a écarté cette idée, disons, de suppression en quelque sorte de notre capacité à énoncer des opinions, le problème demeure.
Le problème demeure parce que le problème est lié au fait qu'il y a une multiplicité d'opinions. Alors, maintenant, ce que Hobbes va faire, et c'est ce qu'il fait dans les remarques. En fait, dans les remarques, si vous voulez, la citation 9 et 10, c'est à ça que je fais référence maintenant. Dans les remarques qui suivent le paragraphe dont nous venons de parler, il essaie de procéder à une distinction parmi les opinions. Il nous dit, et cette distinction est très intéressante, parce qu'en fait, il veut que nous comprenions que le droit de la souveraineté, qu'on peut appeler droit de censure, immédiatement ça fait très peu libéral, etc., mais ne vise que très peu d'opinions. Que très peu d'opinions. Alors, comment va-t-il nous faire comprendre ça dans la remarque? Eh bien, en évoquant le fait, toutes les querelles qui nous opposent à propos des dogmes religieux, théologiques, scientifiques, on passe notre temps à nous opposer. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas des fourmis et que quand nous nous parlons, eh bien aussi, nous nous apercevons que nous n'avons pas les mêmes opinions. Mais ça, c'est une donnée de fait. Donc il nous dit, il y a un problème avec l'humanité, avec la nature humaine. C'est comme ça, on peut pas faire autrement. Ce problème de la nature humaine, c'est que vous avez des opinions, vous fonctionnez à l'opinion, vous agissez en fonction de vos opinions, et que, en plus, vous vous passionnez pour vos opinions. Vous êtes capable de vous battre, de vous opposer à autrui pour défendre l'opinion qui est la vôtre. Et pas seulement chez les philosophes. Les philosophes sont particulièrement connus pour cette disposition, mais parce qu'ils tiennent à leur thèse, ils soutiennent une thèse, et ensuite, toute leur vie, ils doivent la défendre, etc. Mais c'est une donnée générale. Alors, Hobbes ici nous rassure et nous dit, bon, on ne peut pas faire autrement pour ça. Quelle est la solution par rapport à ces premières thèses multiples et diverses et variées? Elle est simple. L'État nous la fournit. Ça s'appelle le droit. Parce que vous opposez sur telle ou telle thèse et que les choses dégénèrent, le juge va s'en occuper. Mais le juge ne va pas interdire les opinions. C'est là où il ne faut pas se méprendre sur la position de Hobbes. Le juge ne va pas interdire les opinions. Ce qui va interdire, c'est que vous vous battiez à propos de vos opinions. Donc, vous aurez toujours une diversité d'opinions sur l'être, la substance, etc., etc., le changement climatique et le réchauffement global. Ça, il y aura toujours une diversité d'opinions sur ces questions-là, mais le législateur, le juge pourra régler ces oppositions. Donc ça, qui correspond à ce qu'on appelle la diversité des opinions, etc., est protégé et préservé. Et donc, on ne peut pas dire que Hobbes est un censeur général voulant nous interdire d'opiner, d'avoir des opinions en ce second sens, c'est-à-dire aussi des opinions en conscience, des opinions auxquelles on tient. Donc, il écarte ce point. Et il en vient dans la citation 10 à la seule catégorie d'opinions qui l'intéresse, et pour lesquelles il considère qu'une intervention étatique sur le mode de la censure s'impose. C'est ça le point. Intervention étatique dans tous les cas. Parce qu'on s'oppose, on se dispute, il faut régler ça. Mais intervention étatique sur le mode de la censure pour interdire l'enseignement, etc., avec une puissance de l'État hobbesien, effectivement, qui est considérable, qui est celle aussi de notre État, peut aller jusqu'à supprimer des gens qui soutiennent une certaine thèse. Donc là, ici, on est dans la violence d'État. Violence d'État reposant sur le droit du souverain à la censure. Donc, je m'oriente très rapidement dans la minute qui vient vers une conclusion de ces remarques erratiques. Cette deuxième catégorie, c'est la remarque 10. Cette seconde catégorie d'opinions pour lesquelles la censure s'impose, je le cite parce que c'est quand même ça qui est important et qu'il faut interpréter. Il s'agit de certaines doctrines qui font que les citoyens qui en sont pénétrés estiment avoir le droit et même le devoir de ne pas obéir à l'État et de lutter contre les chefs et les pouvoirs suprêmes. Donc il y a une seule catégorie d'opinions pour lesquels la censure de l'État, selon Hobbes, doit se manifester de manière ultra rigoureuse, ce sont ces opinions qui, c'est pour ça que j'ai changé mon titre, nous disent il ne faut pas obéir à l'État souverain. Et on voit bien ici qu'entre Rawls, dont le point de départ de la théorie de la justice est une justification de la désobéissance civile, et Hobbes, l'écart est très grand, qu'il s'est passé des choses entre-temps. Hobbes nous dit non, la désobéissance civile n'est pas possible.
une doctrine qui justifie le fait de ne pas obéir à l'État, aux lois de l'État, etc., n'est pas acceptable et elle justifie un droit de censure absolument rigoureux avec l'ensemble des moyens que j'ai décrits. Donc, pour conclure, si vous voulez, enfin conclure, c'est un bien grand mot, essayer de rassembler ces différentes remarques et parses qui ne sont pas encore un article. Ce que je dirais, et je le ferai de manière problématique, parce que c'est ça qui m'intéressait aussi, de me retrouver, de pouvoir discuter avec vous, enfin, de manière problématique, c'est-à-dire, première chose, premier problème que j'ai, c'est de situer exactement, finalement, l'importance de cette théorie du discours. Vous allez me dire, bon, c'est aussi une théorie logique, théorie du discours par rapport à l'enjeu politique qui est le nôtre. Il me semble que l'importance de ce discours est liée non pas à la théorie du discours, problème logique, etc., mais à son articulation avec une théorie, l'articulation entre l'opinion du bien et du mal et notre capacité d'action. Et que les choses s'articulent ici parce que cette thèse nous permet de comprendre que la multiplicité de nos opinions, c'est un fait inéliminable avec lequel, disons, le philosophe politique doit faire et qu'il doit penser, il doit articuler ce fait avec une position normative qui s'appelle théorie de la souveraineté. Alors, et dernier point, et ça, c'est encore devant moi, et effectivement, je n'en ai pas parlé, je n'ai pas le temps d'en parler, et puis en fait, j'ai pas beaucoup d'idées, mais ce qui m'intéresse ici, c'est que si on avait eu le temps de regarder les derniers textes sur l'opposition entre État et multitude, en fait, quand Hobbes réfléchit à l'opposition entre État et multitude, en fait, on voit, il ne le dit pas explicitement, mais ce que je comprends derrière le concept de multitude, pour moi, enfin, fondamentalement, pour le dire de manière très grossière, la multitude, le fait que nous sommes une pluralité et que parfois on s'assemble, parfois on n'arrive pas, etc., et qu'il n'y a pas d'État, cet état de multitude correspond et correspond parfaitement à ce qu'est, disons, notre réalité d'être opinant sur le bien et le mal. La multitude, elle est aussi indissociablement la multiplicité des opinions qui nous constituent dès que nous nous réunissons. Quand nous nous réunissons, nous sommes une multitude d'opinions divergentes et le problème de Hobbes, c'est de comprendre l'articulation, c'est son problème général, l'articulation entre la personne de l'État et la multitude des individus, mais la multitude, j'ajoute une chose, la multitude des individus capables d'opinions dont ils sont capables de s'éprendre et de défendre mordicus. Donc ici, le dernier problème voilà, que je voulais vous soumettre, c'est ça, c'est-à-dire comment arriver effectivement à tenir une pensée de la souveraineté qui est une pensée de l'obéissance, qui refuse au fond, disons, la possibilité de la désobéissance civile, avec le fait que nous le voulions ou non, nous appartenons aussi à la multitude. Dernier point, ce que je veux dire, c'est même lorsque l'État, bon, non, c'est fini, mais lorsque l'État est là, nous continuons d'appartenir aussi à la multitude et la multitude demeure là. Et c'est ça qui pose problème. Voilà. Merci et pardon pour ce caractère un peu. Enfin, je veux dire, c'était une remarque. Hein, vous avez vu, j'ai pas eu le temps de rédiger.